Bonjour à tous, c'est Julie Guérin et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la série Ces photos qui ont changé l'histoire. Et comme pour la première vidéo avec la Napalm Girl, on va décortiquer aujourd'hui le contexte historique, on va parler évidemment de l'auteur et on finira par parler des réactions politiques polémiques que la photo du jour a suscité à sa publication. Le but étant évidemment de comprendre en quoi cette photo présentée aujourd'hui a profondément marqué les esprits. On va parler d'astronomie sur une chaîne photo, mais c'est pour une bonne raison. Non, on va pas parler de cette photo-là, mais on va parler de celle-là. La photo du jour, c'est Earthrise, en français lever de terre, prise par l'astronaute William Anders en 1968 lors de la mission Apollo 8. Vous le voyez à l'écran, il s'agit de la Terre, flottant dans l'espace infini et insondable qui se lève au-dessus de l'horizon gris de la Lune. Cette image est devenue une icône mondiale, symbole de l'aventure spatiale et de la fragilité de la Terre. Alors, comment cette photo nous a-t-elle impacté et surtout, plus important, a-t-elle convaincu tout le monde que la Terre est bien ronde ? Patience, avant de répondre à ces questions, rappelons d'abord le contexte historique de cette photo. Pour comprendre Earthrise, il faut se replonger dans les années 50-60. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire depuis le début, mais pour résumer, dans les grandes lignes, en 45, on entre dans la guerre froide, le moustachu est mort, la France est libérée, et chaque moitié du globe est sous l'influence de l'une des deux grandes puissances mondiales, les USA et l'URSS. Bien que les conflits n'éclatent pas ouvertement entre ces deux blocs idéologiques, car oui, officiellement, les USA et l'URSS restent à bonne distance l'une de l'autre, en coulisses, chaque avancée technologique devient un enjeu stratégique et symbolique dans un climat sous haute tension. C'est notamment une course à l'armement qui s'amorce, on n'est jamais trop prudent, voyez-vous. En bref, très vite, la conquête spatiale devient un véritable bras de fer propagandiste entre les États-Unis et les Soviétiques. Dès le 4 octobre 1957, plus encore que de nouvelles armes, plus encore que de nouveaux chars d'assaut et de nouvelles idées brillantes, l'URSS réussit l'exploit d'envoyer Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel de la Terre, dans l'espace. Humiliés, les États-Unis rejoignent les Soviétiques dans cette course à l'exploration spatiale. Parce que oui, eux aussi, ils en veulent une grosse fusée. Et donc à partir de ce moment-là, bien que c'était quand même le cas avant, les succès de chaque puissance lors de cette guerre froide spatiale sont perçus comme des symboles de suprématie du régime politique et économique du vainqueur. Moins d'un mois plus tard, le 3 novembre 1957, est sacrifiée la tristement célèbre petite chienne Laika par l'URSS qui lance son deuxième satellite Sputnik 2. Donc c'est en soi une grande avancée puisque Laika a survécu 7 heures avant de mourir de stress et de surchauffe. Sympa. Mais c'est donc ainsi que les soviétiques ont réalisé qu'ils n'étaient pas encore prêts à envoyer quelqu'un dans l'espace. Tu m'étonnes. Côté USA, une humiliation était déjà terrible, mais alors deux... Emotional damage. Qu'à cela ne tienne, les États-Unis répliquent en créant la NASA et en envoyant le 1er février 1958 la sonde Explorer 1. Explorer 1, vous avez compris, je fais tout en français. À partir de ce moment-là, c'est vraiment un jeu de ping-pong qui s'installe entre les deux superpuissances, bien que l'URSS conserve une certaine longueur d'avance malgré les moyens bien plus faibles dont elle dote ses scientifiques pour la conquête spatiale. Le premier homme en orbite est d'ailleurs un soviétique, il s'agit de Yuri Gagarin qui, le 12 avril 1961, devient le tout premier être humain à aller dans l'espace et accessoirement à rentrer vivant. Un succès total donc et une chance insolente quand on pense qu'il y avait une chance sur 5 pour que la fusée explose à son décollage. Le 16 juillet 1963, c'est au tour de Valentina Tereshkova de prendre la suite en devenant la première femme à rejoindre l'espace. Vexé, en 1961, le président John Fitzgerald Kennedy annonce devant le Congrès « We choose to go to the moon ». We choose to go to the moon. Autrement dit, il promet d'envoyer un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie 1960. L'objectif est clair, marcher sur la Lune avant 1970 et en revenir vivant. Parce que c'est quand même vachement mieux. Malgré cette annonce plus qu'audacieuse, les USA ont toujours un léger retard. C'est le 5 mai 1961 qu'Alan Shepard réalise à son tour un vol suborbital, soit 3 semaines après Yuri Gagarin, mais ce n'est qu'en février 1962 que John Glenn effectue le premier véritable vol orbital états-unien autour de la Terre. Le 18 mars 65, l'URSS poursuit ses incroyables succès avec la première sortie extravéhiculaire, avec Alexei Leonov flottant dans le vide sidéral pendant 12 minutes. Entre-temps, le pari fou de Kennedy galvanise vraiment la NASA qui structure 2 programmes spatiaux majeurs en préparation du voyage lunaire. Mercury, envoyer un homme dans l'espace le plus tôt possible, puis Gemini, maîtriser les techniques de vol orbital, de sortie dans l'espace, etc. indispensables donc pour une mission lunaire.
Cette course effrénée a lieu sur un fond d'importants moyens industriels et financiers, particulièrement côté USA, mais petit aparté pour rappeler qu'ironiquement, la conquête de la Lune puise ses origines dans les armes de la Seconde Guerre mondiale, parce que oui, les deux camps ont profité d'un héritage technologique commun, le savoir-faire des scientifiques allemands récupérés après la Seconde Guerre mondiale. On peut par exemple citer l'ingénieur Werner von Braun, concepteur des fusées V2 nazis, qui a été embauché par la NASA et qui développera la fameuse fusée Saturn V qui elle-même emportera les missions Apollo vers la Lune. Alors oui, c'est très complexe, mais il faut essayer de suivre. Retenez simplement que d'anciens scientifiques allemands qui travaillaient pour les nazis ont été récupérés par la NASA pour bosser sur le projet spatial et lunaire. Je me dois aussi d'appuyer que ces progrès fulgurants n'ont pas été obtenus sans sacrifice. En 1967, la mission américaine Apollo 1 cause la mort de 3 astronautes qui périssent dans l'incendie de leur capsule lors d'un test au sol. La même année, le cosmonaute Vladimir Komarov meurt dans l'accident de Soyouz 1. Malgré ça, la course continue. À la fin des années 60, les États-Unis commencent à combler leur retard et le programme Apollo monte en puissance bénéficiant des avancées technologiques de la troisième révolution industrielle, donc révolution électronique, informatique, etc. Après plusieurs missions inhabitées puis des vols d'essai en orbite terrestre, la NASA se sent enfin prête à tenter l'impensable en décembre 1968, envoyer des hommes autour de la Lune avant même d'allunir. Allunir, ça veut dire atterrir, mais sur la Lune. L'URSS, de son côté, ne parviendra jamais à envoyer un équipage autour de la Lune. Les États-Unis sont sur le point de réaliser le coup de la décennie. Parce que, enfin, le 21 juillet 1969, à bord d'Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marcheront sur la Lune, accomplissant ainsi le rêve de Kennedy après un voyage de près de 3 jours et 13 orbites autour de notre satellite, la Lune. La Lune. Mais ça, c'est pas l'histoire qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui. Environ 7 mois avant ce petit pas pour l'homme et ce grand pas pour l'humanité, il y a eu Apollo 8. En décembre 1968, la mission Apollo 8 emporte donc 3 astronautes. Frank Borman, qui est le commandant, James Jim Lowell, qui est le pilote du module de commande, et William Bill Anders, le pilote du module lunaire, pour la première fois de l'histoire en orbite autour de la Lune. Le décollage a lieu le 21 décembre 68 à bord d'une fusée Saturn V. Donc si vous me suivez toujours, c'est la même que celle pour Apollo 11 qui permettra de marcher sur la Lune. Et donc après 3 jours de voyage, Apollo 8 arrive en orbite lunaire et effectue 10 révolutions autour de la Lune entre le 24 et le 25 décembre 68. Borman, Lowell et Anders deviennent ainsi les premiers humains à voir de leurs yeux la face cachée de la Lune et à assister à un véritable lever de terre depuis l'espace lointain. Joyeux Noël! Pour la première fois, des humains contemplent notre planète depuis un autre corps céleste, un événement extraordinaire à l'échelle de l'humanité. C'est important d'appuyer et de mesurer cet exploit parce que Apollo 8, c'est un voyage de 380 000 km vers un monde inconnu et avec des ordinateurs de bord bien moins puissants que le moindre smartphone actuel. Et c'est d'autant plus magique et miraculeux que Apollo 8 a été vraiment planifié dans l'urgence, en partie pour devancer tout éventuel vol circumculaire soviétique avant la fin de 1968, donc la même année. Mais parlons un peu de William Anders, le fameux pilote qui a pris la photo. À l'époque d'Apollo 8, Anders a 35 ans. C'est un ancien pilote de chasse de l'US Air Force, ingénieur en génie nucléaire. Il a été sélectionné en 64 comme un astronaute par la NASA. Apollo 8, c'est son premier et sera son unique vol spatial, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des 2 autres compagnons de voyage spatial. Le rôle d'Anders à bord d'Apollo 8, outre les manœuvres spatiales, etc., inclut notamment la photographie. La NASA lui a confié une caméra pour réaliser des clichés de la surface lunaire depuis l'orbite, afin d'aider au repérage des futurs sites d'alunissage. Anders est donc en quelque sorte le photographe attitré de la mission Apollo 8. Et durant les premières orbites autour de la Lune, le 24 décembre 68, l'équipage est vraiment absorbé par ces différentes missions. Les astronautes observent et photographient le sol lunaire désertique, tandis qu'ils passent régulièrement derrière la Lune, perdant à chaque fois contact radio avec la Terre à ce moment-là. Et soudain, alors qu'Apollo 8 entame sa 4e orbite, un spectacle inattendu se produit. À l'horizon lunaire, une petite sphère bleue et blanche apparaît. C'est la Terre. Les astronautes n'avaient pas du tout prévu ce phénomène car leur capsule était initialement orientée différemment. Et donc apparemment, l'enregistrement des conversations à bord montre que c'est Anders qui s'est rendu compte le premier du spectacle devant lui. Pris par surprise, il s'est exclamé devant la beauté saisissante de la planète flottant dans le vide spatial en disant « Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. » Et c'est donc bien à ce moment-là, le 24 décembre 68, pendant la mission Apollo 8,
que le lever de terre est photographié. Sur cette photo, on distingue vraiment très nettement les océans bleutés et les formations nuageuses blanches de l'atmosphère. En revanche, le bas de la Terre est dans l'ombre puisque c'est la nuit sur l'hémisphère sud à ce moment-là. Jim Lovell et Frank Borman se ruent également au hublot pour admirer ce lever de terre, et les premières photos qui sont prises sont en noir et blanc. Parce que, alors, en fonction des sources, j'ai des versions différentes quant à la prise de vue. Soit dans la précipitation, c'est Borman qui commence à photographier la scène avec une pellicule en noir et blanc, puis c'est Anders qui prend la suite avec de la couleur. Soit c'est Anders qui commence par une photo avec la pellicule en noir et blanc qui était déjà chargée dans son appareil photo, puis qui change pour une couleur ensuite. Quoi qu'il en soit, côté National Geographic, il se raconte que la scène s'est passée comme suit. Anders a pris une photo rapide du spectacle en noir et blanc, tandis que Jim Lovell se dépêchait de trouver une pellicule couleur. Lorsqu'il plaça le film environ 40 secondes plus tard, c'était trop tard, la Terre avait disparu. Et Anders se serait lamenté en disant « Eh bien, je pense que nous l'avons manqué ». Mais la planète est réapparue plus tard, et Anders a volé pour saisir l'instant, se chamaillant avec Jim Lovell quant aux paramètres d'exposition et au cadrage. Toujours est-il qu'Anders cadre la Terre au-dessus de l'horizon lunaire et déclenche sans imaginer une seule seconde qu'il vient de capturer l'une des photos les plus célèbres de l'histoire. Petite précision astronomique toutefois parce qu'on aime faire les choses bien, le terme lever de Terre peut prêter à confusion. Sur la Lune, un astronaute immobile ne verrait pas la Terre se lever ni se coucher parce que la Lune présente toujours la même face à la Terre, leur rotation elle est synchrone. Et il n'y a de lever de Terre que pour un observateur en mouvement, par exemple à bord d'un vaisseau spatial en orbite, en l'occurrence avec Apollo 8 c'était le cas. Apollo 8 rentre sur Terre le 27 décembre 1968, acclamé en héros. Leurs photographies sont rapidement publiées par la NASA et Earthrise fait la une de nombreux journaux et magazines en 1969. Le public est émerveillé par cette vision d'ensemble de notre planète. Certains disent même que c'est la photographie environnementale la plus influente jamais prise dans l'histoire de la photographie. On comprend que cette photo d'Anders est un point de vue absolument unique qui replace l'humanité dans le contexte de l'espace. Pour la première fois, on voit la Terre non pas comme une immense étendue sans frontières, donc les traditionnels planisphères par exemple, mais comme une toute petite boule perdue dans un univers immense. Aucun être humain n'apparaît sur la photo, mais paradoxalement, c'est toute l'humanité qui est concernée. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous connaissons, tient sur ce disque bleu flottant dans le noir. Alors, disque on s'entend, hein, ça reste une sphère, une boule, un rond, plein. Et cette dimension philosophique et esthétique de la photo Earthrise va lui conférer une portée qui dépasse largement la simple prouesse technique. L'un de ses impacts majeurs a été d'alimenter la prise de conscience écologique naissante dans les années 1960. Au moment où la pollution industrielle, les essais nucléaires, les premiers signes de crise environnementale inquiètent certains scientifiques, cette photo vient rappeler une vérité simple et puissante, la Terre est finie. Elle est isolée, elle est fragile. Voir notre planète toute seule dans le vide spatial a été un déclic pour beaucoup, et ce cliché a ainsi galvanisé le tout jeune mouvement écologique en offrant une image symbolique de ce qu'il cherchait à protéger. Quelques années plus tard, en avril 70, sera même organisée la première journée de la Terre, le Earth Day, aux États-Unis, événement fondateur du militantisme environnemental grand public. Difficile de nier l'influence de la photographie d'Anders dans cette prise de conscience globale. Et d'ailleurs, 50 ans après Apollo 8, Kathleen Rogers, la présidente de Earth Day Network, aujourd'hui donc earthday.org, c'est le plus grand mouvement environnemental du monde, écrivait à propos de la photo « Cette photo a confirmé la conviction du mouvement que l'environnement de la Terre nous était commun, que ses ressources naturelles étaient limitées et que 150 ans de développement industriel effréné avaient un impact profond sur notre planète. » En une seule image, Earthrise montrait à l'humanité entière la beauté mais aussi la vulnérabilité de la Terre. L'impact culturel d'Earthrise a été tout aussi considérable. La photo a immédiatement été perçue comme un symbole universel de l'aventure spatiale et de l'unité de la Terre. En plein affrontement idéologique entre les deux blocs Est-Ouest, elle offrait un point de vue transcendant les frontières. Depuis la Lune, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de bloc, il y a juste une planète bleue commune à tous. Et cette dimension presque politique de l'image a marqué les esprits. Certains y ont vu une invitation à coopérer pour préserver ce bien commun qu'est la Terre, au-delà des rivalités. D'autres y ont puisé plutôt une inspiration spirituelle, car au moment même de ce lever de terre, l'équipage d'Apollo 8 lisait à la radio un passage de l'histoire de la création, un passage biblique, pour souhaiter un joyeux Noël aux habitants de la bonne vieille terre. Ce passage disait « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Des millions de personnes écoutèrent émerveillées cette communion inédite entre l'humanité et l'infini spatial. En 69, la poste américaine a même émis un timbre commémoratif représentant la photographie du lever de terre avec la mention « In the beginning, God ».
3 petits points, au commencement Dieu, pour faire écho à la lecture qui avait été faite dans Apollo 8. Depuis, l'image a été reproduite à l'infini. Manuels scolaires, affiches, pochettes de disques, documentaires. En 2003, le magazine Life l'a même classée parmi les 100 photos qui ont changé le monde. Earthrise a également inspiré de nombreux artistes. Le photographe Galen Rowell la considère comme la naissance de la photographie environnementale moderne. On peut dire que Earthrise a ouvert la voie à une nouvelle façon de voir le monde, littéralement comme philosophiquement, et a encouragé d'autres initiatives pour capturer la beauté fragile de la Terre. On pense notamment à la célèbre photo Blue Marble prise en 72 par Apollo 17. Au-delà de l'engouement populaire, les dirigeants eux-mêmes ont été interpellés par cette image. Certains historiens considèrent que Earthrise a contribué, modestement, à accélérer la mise en place de politiques environnementales dans les années 70 car les citoyens exigeaient qu'on protège ce petit joyau bleu. Bien sûr, aucune œuvre iconique n'échappe complètement aux polémiques, même les plus farfelus, donc vous doutez bien que les conspirationnistes n'ont pas tardé à se manifester également. Pour les partisans de la théorie du complot, la photo Earthrise n'a pu être que le fruit d'un montage en studio dans le cadre d'une prétendue supercherie des missions Apollo. Les platistes y voient même une insupportable offense à leur doctrine. Évidemment, ces théories ont été abondamment réfutées depuis, ne serait-ce qu'avec les autres milliers de photos et échantillons de roches lunaires ramenés par Apollo. Et oui, on peut sourire de ces réactions extrêmes, mais elles montrent que, pour une petite minorité, accepter la réalité de Earthrise revient à ébranler tout un système de croyances. Une controverse plus sérieuse à l'époque a aussi concerné la lecture publique du texte biblique par les astronautes lors de la mission. Aux États-Unis, une célèbre militante, figure de l'athéisme américain, Madeleine Murray O'Hair, intenta même un procès contre la NASA en 69, arguant que la lecture de la Genèse par les employés fédéraux, les astronautes donc, violait la séparation de l'Église et de l'État. L'affaire a été finalement classée sans suite par la justice, mais elle illustre comment Earthrise et le contexte d'Apollo 8 touchaient à des questions vraiment profondes, la science, la spiritualité, etc., qui dépassaient de loin le simple cadre de l'exploration spatiale. Du côté des astronautes eux-mêmes, Earthrise a laissé une empreinte indélébile. Frank Borman, le commandant d'Apollo 8, a déclaré plus tard que cette photo fut le cadeau de Noël de la NASA au monde. Jim Lovell estimait que voir la Terre depuis la Lune lui avait fait réaliser combien notre planète est un miracle de fragilité. Quant à William Anders, longtemps resté modeste sur son rôle de photographe improvisé, il a reconnu que cette image le dépasserait toujours. Il a poursuivi sa carrière après Apollo 8, il a pris sa retraite de l'US Air Force avec le grade de major général et a occupé divers postes, y compris à la NASA et à la Commission de l'énergie atomique, mais partout où il allait, on le présentait comme l'homme qui a photographié la Terre depuis la Lune. Et enfin, on peut mentionner pour conclure que la photo Earthrise continue d'être revisitée de nos jours. À chaque anniversaire, 20 ans, 40 ans, 50 ans, les médias rediffusent l'image et racontent son histoire aux nouvelles générations. Elle a été comparée à d'autres vues de la Terre prises plus récemment, par exemple les photos de la planète entière vues par un satellite ou depuis la station spatiale, ou encore le fameux Pale Blue Dot capturé par la sonde Voyager 1 en 90 à 6 milliards de kilomètres, où la Terre vraiment elle apparaît comme un minuscule petit point. Mais Earthrise gardera toujours cette aura, cette saveur particulière. C'est la première fois que l'humanité voyait sa maison cosmique sous cet angle, une image prise par un humain, pour les humains, et qui appartient désormais à notre patrimoine commun. Pour celles et ceux qui se demandent encore ce qu'a changé Earthrise, la réponse est simple, elle a littéralement changé notre perspective. En 1968, en pleine guerre froide et au milieu de grandes et multiples tensions mondiales, cette photo nous a montré à quel point la Terre est unie. Sans frontières, une toute petite oasis de vie dans un immense désert spatial. Earthrise a contribué à éveiller les consciences écologiques, à inspirer des mouvements pour la paix et l'environnement, et à rappeler à chacun que nous partageons la même maison. C'est peut-être encore William Anders qui en parle le mieux. Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, et le plus important est que nous avons découvert la Terre. Autrement dit, le plus important dans l'exploration lunaire d'Apollo 8, ce n'est pas tant de voir la Lune de près, que de redécouvrir notre propre planète avec un regard neuf. Cette image nous invite à l'humilité et à la responsabilité envers notre environnement commun. J'espère que l'histoire de cette photographie vous a captivé et inspiré autant que moi. Que ce soit le cas ou pas, n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série et des autres vidéos que je peux faire puisque j'apparais une fois par mois sur la chaîne de Thomas. Et les commentaires étant désormais fermés sur la chaîne, on peut toujours échanger par message privé sur Insta. Mon lien de mon profil est en description et ça s'affiche quelque part par là. N'hésitez pas à en profiter pour me partager vos suggestions, vos idées, vos inspirations pour les prochains sujets. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de nouvelles aventures photographiques et à plus!